Donc, Cimmérie. Je me souviens. Les forêts ténébreuses marquant les pentes des sombres collines. L'éternelle voûte de plomb des nuages gris. Les eaux opaques des rivières s'écoulant sans bruit. Et les vents solitaires qui mugissaient le long des défilés. En une morne perspective, colline après colline, pente après pente, noircie d'arbres maussades, s'étendait notre contrée lugubre. Et quand un homme gravissait un pic déchiqueté et plongeait son regard, son œil assombri ne rencontrait que cette perspective à perte de vue, colline après colline, pente après pente, et toutes masquées comme les sœurs. C'était une terre sinistre qui semblait retenir tous les vents et les nuages et les songes qui fuient le soleil. Les branches nues frissonnaient dans un vent solitaire, et les forêts épaisses noyaient tout de leur obscurité que ne savait percer un rare soleil maussade, réduisant les hommes à des ombres spectrales. Il l'appelait Cimmérie, terre de ténèbres et de profondes nuits. C'était en des temps et en des lieux si reculés, j'ai oublié jusqu'au nom que je portais. La hache et la lance à pointe de silex sont comme un songe, les chasses et les guerres des chimères. Je me rappelle seulement du silence de cette sombre contrée, les nuages empilés à jamais sur les collines, l'obscurité des forêts éternelles. Cimmérie, terre de ténèbres et de nuit. Ô mon âme, née des collines enténébrées, dans les nuages et les vents et les spectres qui fuient le soleil, combien de morts faudra-t-il pour briser enfin cet héritage qui me ceint de l'équipage gris, de fantômes? Je fouille mon cœur et y trouve Cimmérie, terre de ténèbres et de nuit. Première nouvelle. Le phénix sur l'épée. Sache, ô prince, qu'entre l'époque qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et les villes étincelantes, et celle de l'avènement des fils d'Arias, il y eut un âge insoupçonné, au cours duquel des royaumes resplendissants s'étalaient à la surface du globe, tels des manteaux bleus sur les étoiles, la Némédie, la Brithunie, l'Hyperborée, Zamora avec ses femmes aux cheveux noirs et ses tours mystérieux aux horreurs arachnéennes, Zingara et sa chevalerie, Koth qui jouxtait les prairies de Shem, la Stygie et ses tombes protégées par les ombres, l'Hyrcanie dont les cavaliers étaient vêtus d'acier, de soie et d'or, mais le plus illustre des royaumes de ce monde était l'Aquilonie, dont la suprématie était incontestée dans l'Occident rêveur. C'est en cette contrée que vint Conan le Cimmérien, cheveux noirs, regard sombre, épée au poing, un voleur, un pillard, un tueur aux accès de mélancolie, tous aussi démesurés que ses joies, pour fouler de ses sandales les trônes constellés de joyaux de la terre. Chronique de Némédine. Le silence inquiétant et l'obscurité spectrale qui précède l'aube régnaient sur les tours luisantes et les flèches enténébrées. Dans la pénombre d'une allée perdue au sein d'un dédale de ruelles tortueuses et mystérieuses, 4 silhouettes masquées sortirent en hâte par une porte que venait d'ouvrir une main sombre. Muets, enveloppés dans leurs capes, les 4 individus s'éloignèrent prestement, et aussi silencieusement que des fantômes d'hommes assassinés, disparurent dans l'obscurité. En retrait, un personnage sinistre s'encadrait dans la porte entr'ouverte. Une paire d'yeux maléfiques luisait dans la pénombre. « Enfoncez-vous dans la nuit, créatures de la nuit, se moqua une voix. Ô imbécile, votre destin funeste vous talonne comme un chien aveugle, et vous ne le savez même pas. » L'homme qui venait de prononcer ces mots referma la porte et la verrouilla. Il fit demi-tour et remonta le long d'un couloir, bougeoir à la main. C'était un géant sombre, dont la peau sombre révélait le sang stygien. Il parvint dans une pièce où un homme, grand et mince, en velours élimé, était étendu, tel un grand chat paresseux, sur un divan de soie, sirotant du vin d'un imposant gobelet d'or. « Eh bien, Assalante, dit le Stygien en posant sa bougie, tes dupes se sont enfoncés dans les rues comme autant de rats hors de leur tanière. Tu travailles avec de bien étranges outils. » Des outils, rétorqua Assalante. Mais voyons,
Ce sont eux qui me considèrent comme un outil. Cela fait des mois, depuis ce jour où le quatuor rebelle m'a rappelé du désert méridional, que je vis au cœur de mes ennemis, passant mes journées cachées dans cette maison isolée et mes nuits à rôder dans des ruelles obscures et des couloirs plus sombres encore. Et j'ai accompli ce que ces nobles félons avaient été incapables de faire. Travaillant à travers eux et à travers d'autres agents, dont beaucoup n'ont jamais vu mon visage, j'ai semé le trouble et la sédition dans tout l'Empire. En clair, œuvrant dans l'ombre, j'ai préparé la chute du roi qui trône en pleine lumière. Par Mitra, j'étais l'homme d'État avant de me retrouver hors la loi. Et ces dupes qui se croient tes maîtres, ils continueront d'être persuadés que je les sers jusqu'à ce que l'affaire qui nous occupe à présent soit accomplie. Qui sont-ils pour pouvoir prétendre rivaliser d'intelligence avec Assalante? Volmana, le nain, comte du Caraban, Grommel, le géant, commandant de la Légion noire, Dion, le gras, baron d'Atalus, Rinaldo, le ménestrel écervelé. Je suis la force qui a soudé l'acier qui est en eux, et grâce à l'argile dont ils sont aussi pétris, je les broierai lorsque le moment sera venu. Mais tout cela est pour plus tard. Ce soir, le roi meurt. Il y a plusieurs jours de cela, j'ai vu les escadrons impériaux quitter la ville, dit le Stygien. Ils chevauchaient vers la frontière assaillis par les Pictes sauvages. Cela grâce aux alcools forts que j'ai fait passer en contrebande de l'autre côté de la frontière pour les rendre fous. La grande fortune personnelle de Dion a rendu cela possible. Quant à Volmana, il m'a permis d'écarter les troupes impériales qui étaient restées dans la ville. Il a de la famille à la cour némédienne. Il a donc été facile de persuader le roi de Numa de requérir la présence de Tocero, comte de Poitin, sénéchal d'Aquilonie. Bien entendu, pour faire honneur au roi, il sera accompagné d'une escorte impériale, ainsi que de ses propres troupes et de Prospero, le bras droit du roi Conan. Il ne reste donc en ville que la garde personnelle du roi et la Légion noire. Par l'intermédiaire de Grommel, j'ai soudoyé un officier un peu trop dépensier de la garde royale. À minuit, il éloignera ses hommes de la porte du roi. À ce moment, avec 16 de mes hommes les plus résolus, nous pénétrons dans le palais par un tunnel secret. Une fois notre mission accomplie, la Légion noire de Grommel suffira pour tenir la cité et la couronne, et ce, même si le peuple décide de ne pas nous acclamer. Et Dion pense que cette couronne lui reviendra? En effet, ce gros crétin la revendique en raison de ses bribes de sang royal. Conan commet une grave erreur en laissant en vie des hommes qui se targuent de descendre de l'ancienne dynastie à laquelle il a arraché la couronne d'Aquilonie. Volmana souhaite retrouver la faveur royale dont il jouissait sous l'ancien régime, de façon à sortir ses terres de la pauvreté et leur redonner leur grandeur d'antan. Grommel déteste Palatide, le commandant des Dragons Noirs. Avec tout son entêtement de Bossonien, il vise à obtenir le commandement de l'armée tout entière. Rinaldo est le seul d'entre nous à ne pas avoir d'ambition personnelle. Il ne voit en Conan qu'un barbare aux mains ensanglantées et aux mœurs primitives, venu du Nord pour mettre à sac un pays civilisé. Il idéalise le roi que Conan a tué pour s'emparer de la couronne, ne se souvient que des rares fois où celui-ci protégeait les arts, et oublie toutes les noirceurs de son règne. Et grâce à lui, le peuple oublie. Déjà on chante ouvertement la complainte pour le roi, dans laquelle Rinaldo encense le scélérat élevé au rang de saint et traite Conan de sauvage au cœur noir venu des abîmes. Conan rit, mais le peuple gronde. Pourquoi déteste-t-il Conan? Les poètes détestent toujours ceux qui sont au pouvoir. Pour eux, la perfection est toujours juste au dernier tournant ou au prochain. Ils fuient le présent en rêvant du passé et au futur. Rinaldo est un flambeau d'idéalisme s'élevant, du moins en est-il persuadé, pour renverser un tyran et libérer le peuple. Quant à moi, eh bien il y a quelques mois, j'avais perdu toute ambition et allais me contenter de piller des caravanes pour le restant de mes jours. Mais aujourd'hui, de vieux rêves s'agitent à nouveau. Conan mourra. Dion montera sur le trône, ensuite, lui aussi mourra à son tour.
un par un. Tous ceux qui s'opposent à moi mourront par le feu, par l'acier ou par ces vins empoisonnés que tu sais si bien préparer, Assalante, roi d'Aquilonie. Cela sonne bien, tu ne trouves pas? Le Stygien haussa ses larges épaules. Il y eut un temps, dit-il avec amertume non dissimulée, où moi aussi j'avais mes ambitions, à côté desquelles les tiennes semblent puériles et vulgaires. À quoi suis-je donc réduit? Mes pères et rivaux de jadis n'en croiraient pas leurs yeux s'ils voyaient Tot-Amon de jadis, l'anneau, devenu esclave d'un étranger, un hors-la-loi par-dessus le marché, travaillant aux ambitions mesquines de baron et de roi. Tu faisais confiance à la magie et aux incantations, répondit négligemment Assalante. Je ne me fie qu'à mon intelligence et à mon épée. L'intelligence et l'épée sont autant de fétus de paille face à la sagesse des ténèbres, grogna le Stygien, les yeux sombres traversés d'éclairs menaçants. Si je n'avais pas perdu l'anneau, nos positions seraient sans doute inversées. Il n'empêche, répondit imperturbablement le hors-la-loi, que tu portes les marques de mon fouet sur ton dos. Il est probable que tu continues à les porter. N'en sois pas si sûr. La haine démoniaque du Stygien embrasa un instant son regard. Un jour, d'une manière ou d'une autre, je retrouverai l'anneau, et alors, par les crocs de Seth, tu payeras. Le bouillant aquilonien se leva d'un bond et le frappa sauvagement en travers du visage. Tot recula en chancelant, du sang jaillissant de ses lèvres. Tu dépasses les bornes, chien, grogna le hors-la-loi. Prends garde, je suis toujours ton maître, celui qui connaît ton noir secret. Va donc sur les toits crier qu'Assalante est en ville et qu'il complote contre le roi. Va donc, si tu l'oses. Je n'ose pas, marmonna le Stygien, essuyant le sang de ses lèvres. Non, tu n'oses pas, grimaça lugubrement Assalante, car si je viens à mourir par ta main ou d'une quelconque traîtrise, un prêtre ermite dans le désert méridional en sera informé, et il brisera alors le sceau d'un manuscrit que j'ai laissé entre ses mains. Une fois qu'il en aura pris connaissance, il suffira qu'un mot soit murmuré en Stygie pour qu'un vent monte du sud en rampant à l'heure de minuit. Et où iras-tu te cacher à ce moment-là, Tot-Amon? L'esclave frémit et son visage sombre prit une teinte cendrée. Il suffit, dit Assalante, adoptant un ton péremptoire. J'ai du travail pour toi. Je ne fais pas confiance à Dion. Je lui ai demandé de regagner sa maison de campagne et d'y rester jusqu'à ce que le travail de ce soir soit accompli. Ce gros crétin serait incapable de dissimuler sa nervosité aujourd'hui en face du roi. Pars le rejoindre, et si tu ne le rattrapes pas sur la route, galope jusqu'à sa demeure et reste avec lui jusqu'à ce que nous l'envoyions chercher. Surtout, garde-le bien en vue. Il est mort de peur. Il risquerait bien de se retourner contre nous et d'aller tout raconter à Conan dans un accès de panique, dans l'espoir de sauver sa peau. Va. L'esclave s'inclina, dissimulant sa haine qui couvait au fond des yeux, et s'exécuta. Assalante retourna à son vin. Sur les flèches étincelantes, une aube nouvelle s'élevait, écarlate comme le sang. Chapitre 2. Quand j'étais combattant, il frappait les timbales, répandant de la poudre d'or aux sabots de ma monture. Devenu puissant monarque, il me traque, du poison pour mon vin, des poignards pour mon dos. La route des rois. La pièce était spacieuse et sa décoration recherchée. Les murs lambrisés étaient recouverts de lourdes tapisseries, le sol d'ivoire de tapis moelleux et le plafond élevé de gravures et de motifs d'argent élaborés. Un homme se tenait derrière un secrétaire d'ivoire incrusté d'or. Cet homme, aux épaules larges et à la peau brunie par le soleil, semblait déplacé dans ce décor luxuriant, et aurait semblé plus à sa place dans les hauts plateaux sauvages battus par les vents et brûlés par le soleil. Le moindre de ses mouvements révélait cette parfaite coordination entre ses muscles d'acier et son esprit aiguisé, qui est l'apanage du combattant né. Il n'avait rien d'étudié et de mesuré dans ses gestes. Soit il était immobile comme une statue de bronze, soit il se déplaçait, sans cette fébrilité de celui qui a les nerfs à vif, mais au contraire, avec une vitesse toute féline qui brouillait la vue de celui qui le tenait à le suivre du regard. Ses vêtements étaient de qualité, mais de facture simple. Il ne portait ni bague ni parure, à l'exception d'un bandeau d'argent qui ceignait sa tête, retenant ses cheveux noirs et coupés au carré.
Il reposa le stylet d'or avec lequel il venait laborieusement de gratter le papyrus ciré, posa son nom sur son poing, et ses yeux d'un bleu incandescent sur l'homme qui se trouvait en face de lui, avec un regard envieux. Ce personnage était plongé dans ses propres affaires, serrant les liens de son armure rehaussée d'or, tout en sifflotant machinalement. Une bien étrange attitude, si l'on songe qu'il se trouvait en présence d'un roi. Prospero, commença l'homme assis à la table, toutes les questions gouvernementales me fatiguent, plus que tous les combats auxquels j'ai pu participer. Cela fait partie du jeu, Conan, répondit le Poiténien aux yeux sombres. Tu es roi, tu dois jouer ton rôle. J'aimerais plutôt t'accompagner en Némédie, dit Conan avec envie. Il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas eu un cheval entre les jambes. Mais Publius dit que les affaires intérieures requièrent ma présence. Qu'il a dit au diable. Quand j'ai renversé la vieille dynastie, continua-t-il sur ce ton familier, qui n'existait qu'entre lui et le Poiténien, tout était simple, bien que sur le coup, cela m'a paru terriblement difficile. Quand je songe aujourd'hui au parcours sauvage qui a été le mien, toutes ces épreuves, ces intrigues, tous ces massacres et toutes ces aventures me paraissent n'avoir été qu'un rêve. Je n'ai pas rêvé assez loin, Prospero. Lorsque j'ai vu le roi de Numidia mort à mes pieds et que j'ai arraché la couronne de sa tête ensanglantée pour la poser sur la mienne, j'ai atteint la limite ultime de mes rêves. Je m'étais préparé à prendre la couronne, pas à la conserver. Au bon vieux temps de ma liberté, tout ce que je voulais, c'était une épée acérée et la voie libre pour aller frapper mes ennemis. Aujourd'hui, toutes les voies sont détournées et mon épée ne fait que rouiller. Quand j'ai renversé Numénide, alors on m'appelait le libérateur. Aujourd'hui, les gens crachent sur mon ombre. Ils ont érigé une statue de ce porc dans le temple de Mithra et vont y pleurer, le vénérant comme si c'était l'effigie d'un monarque bienveillant mis à mort par un barbare sanguinaire. Quand je conduisais ces armées à la victoire, en tant que mercenaire, l'Aquilonie se moquait que je fusse un étranger. Mais aujourd'hui, elle ne peut me le pardonner. Des hommes viennent au temple de Mithra pour brûler de l'encens à la mémoire de Numédide, alors que ses bourreaux les ont mutilés, ont crevé leurs yeux. Des hommes dont les fils sont morts dans ses cachots, dont les épouses et les filles ont été traînées dans son sérail. Des imbéciles et des girouettes. C'est Rinaldo, le principal responsable, répondit Prospero, resserrant d'un cran le ceinturon de son épée. Ces chansons rendent les gens fous. Prends-le donc dans ses habits de bouffon à la plus haute tour de la ville. Qu'il aille faire des rimes pour les vautours. Conan secoua sa tête léonine. Non, Prospero, poursuivit le roi, il est hors de ma portée. Un grand poète est toujours plus grand qu'un roi. Ses chansons sont plus puissantes que mon sceptre, et il m'a presque déchiré le cœur le jour où il a accepté de chanter pour moi. Je mourrai et sombrerai dans l'oubli, mais les chansons de Rinaldo vivront éternellement. Non, Prospero, poursuivit le roi, une expression de doute assombrissant son regard. Il se trame quelque chose, une ombre souterraine dont nous n'avons pas conscience. Je le flaire comme au temps de ma jeunesse où je pouvais sentir un tigre tapi dans les hautes herbes. Le royaume est en proie à une agitation diffuse. Je suis tel le chasseur, accroupi près de son feu dans la forêt, qui perçoit le bruit furtif des pas dans les ténèbres et croit apercevoir le reflet d'yeux brûlants. Si seulement je pouvais en venir aux prises avec quelque chose de tangible, quelque chose que je pourrais terrasser d'un coup d'épée. Je te le dis, ce n'est pas un hasard si les Pictes se sont mis à harceler si violemment les frontières ces derniers temps, au point que les Bossoniens en sont venus à demander de l'aide pour les repousser. J'aurais dû accompagner les troupes. Publius craignait un complot visant à te capturer et à t'assassiner de l'autre côté de la frontière, répondit Prospero, en ajustant sa surcotte de soie sur sa cotte de maille étincelante et admirant sa grande silhouette élancée dans un miroir argenté. Voilà pourquoi il a insisté pour que tu restes dans la cité. Ces doutes sont nés de tes instincts barbares. Laisse le peuple gronder. Les mercenaires nous sont fidèles ainsi que les dragons noirs, et tous les hardis gaillards du Poitin ne jurent que par toi. Ta seule crainte serait d'être victime d'une tentative d'assassinat, mais c'est impossible avec la garde impériale qui veille sur toi jour et nuit.
Pourquoi travailles-tu donc là ? C'est une carte, répondit Conan avec fierté. Les cartes de la cour sont précises quant aux pays du sud, de l'est et de l'ouest, mais elles sont vagues et erronées en ce qui concerne les pays du nord. Je les y ajoute donc moi-même. Ici, c'est la Cimmérie où je suis né. Et là, Asgard et Vanaheim, dit Prospero en regardant la carte. Par Mithra. Pour un peu, j'aurais pensé qu'il s'agissait de pays légendaires. Conan eut un rictus féroce et palpa machinalement ses cicatrices sur son visage sombre. Je n'aurais pas dit la même chose. Tu n'aurais pas dit la même chose si tu avais passé ta jeunesse sur les frontières septentrionales de la Cimmérie. Asgard est au nord et Vanaheim au nord-ouest de la Cimmérie, et leurs frontières y sont le théâtre de conflits perpétuels. À quoi ressemblent ces gens du nord ? Demanda Prospero. Ils sont grands, blonds et ont les yeux bleus. Leur dieu est Ymir, le géant du gel, et chaque tribu a son propre roi. Ils sont capricieux et féroces. Ils se battent toute la journée, et la nuit, ils boivent de l'âle et mugissent leurs chants sauvages. En ce cas, tu leur ressembles, s'esclaffa Prospero. Tu ris à gorge déployée, bois jusqu'à plus soif et beugles de bonnes chansons. Pourtant, à part toi, je n'ai rencontré aucun cimérien qui boive autre chose que de l'eau, qui sache rire ou bien chanter, excepté des hymnes lugubres. C'est peut-être dû à la région qu'ils habitent, répondit le roi. Aucune terre jamais ne fut aussi sinistre que celle-là. Des collines couvertes de forêts denses à perte de vue, des cieux presque toujours gris, et des vents qui gémissent lugubrement en s'engouffrant dans les vallées. Pas étonnant que les hommes y deviennent moroses, Prospero avec un haussement d'épaules, tout en songeant aux souriantes plaines baignées de soleil et aux paresseuses rivières bleutées du Poitin, la province la plus au sud de l'Aquilonie. Ils n'espèrent rien de la vie, ni de l'au-delà, poursuivit Conan. Leurs dieux sont Crom et son sinistre entourage. Ils siègent dans le monde des morts, un lieu sans soleil aux brumes éternelles. Mithra, les mœurs des Aésirs étaient plus à mon goût. Bon, dit Prospero en souriant, les sombres collines de Cimmérie sont désormais loin derrière toi. Je vais y aller. Je viderai une coupe de vin blanc némédien pour toi à la cour de Numa. C'est d'accord, grogna le roi. Mais n'embrasse les danseuses de Numa qu'en ton nom propre, sinon tu vas déclencher une affaire d'État. Et son rire sonore accompagna Prospero jusqu'à l'extérieur. Chapitre 3. Le grand Seth sommeille, lové sous ses pyramides obscures, entre les sépultures des sujets sombres se glisse. Je prononce le mot depuis les gouffres secrets que jamais le soleil ne connut. Ô être luisant et squameux, dépêche-moi celui en qui s'incarnera ma haine. Le soleil se couchait, teintant d'un or fugitif le vert et le bleu brumeux de la forêt. Ses rayons déclinants vinrent frapper sa lourde chaîne en or que Dion d'Attalus ne cessait de retourner dans sa main rondelette. Le gros homme était assis dans cette débauche multicolore d'arbres et de plantes en fleurs qu'était son jardin. Il ne cessait de s'agiter sur son siège de marbre, tout en jetant des coups d'œil inquiets aux alentours, comme s'il cherchait à débusquer un ennemi tapi dans les parages. Il était assis au centre d'une petite clairière bordée d'arbustes dont les branches enchevêtrées projetaient sur lui une ombre épaisse. Tout à côté de lui, une fontaine tintait avec des échos argentins. D'autres fontaines, invisibles et disséminées en divers endroits de ce grand jardin, murmuraient leur incessante symphonie. Dion était seul, à l'exception de la grande silhouette sombre, allongée sur un banc de marbre à côté de lui, et qui fixait sur le baron ses yeux sombres. Il ne s'intéressait guère à Tot-Amon. Il savait vaguement que c'était un esclave en qui Assalante avait grande confiance, mais, comme tant d'hommes riches, Dion n'accordait qu'une attention très limitée aux hommes qui n'étaient pas de son rang. « Ce n'est pas la peine d'être si nerveux, lui dit Tot. Le plan ne peut pas échouer. Assalante n'est pas plus à l'abri d'une erreur que quiconque, répondit sèchement Dion, se mettant à suer à la simple idée d'un échec. Lui, si, dit le Stygien en un rictus sauvage. Sinon je n'aurais pas été son esclave, mais son maître. Quel langage est-ce là rétorqua Dion irrité.
sans toutefois vraiment s'intéresser à la conversation. Les yeux de Tot Amon se rétrécirent. En dépit de ses nerfs d'acier, il était sur le point de laisser libre cours à sa fureur, à sa haine et à sa rage, trop longtemps contenues, prêt à risquer tout et n'importe quoi. Il oublia de prendre en compte le fait que Dion le voyait, non comme un être humain doué de raison et d'intelligence, mais comme un esclave et donc une créature indigne de son intérêt. « Écoutez-moi, dit Tot, vous serez roi, mais vous connaissez bien peu Assalante. Vous ne pourrez plus lui faire confiance une fois Conan mort. Je peux vous aider. Si vous me protégez quand vous monterez sur le trône, je vous aiderai. Écoutez, seigneur, j'étais autrefois un grand sorcier dans le sud. Les hommes parlaient de Tot Amon comme ils parlaient de Ramon. Le roi Stéphon de Stygie déchut les autres magiciens de leur position dominante et me fit un grand honneur en me substituant à eux. Ils me haïssaient, mais ils me craignaient aussi, car je contrôlais les créatures du dehors, et je pouvais conjurer à tout moment pour qu'elles accomplissent ce que bon me semblait. Par Seth, mes ennemis vivaient dans la crainte perpétuelle de se réveiller au milieu de la nuit, les serres d'une horreur sans nom plantées dans leur gorge. J'ai lancé de puissants et noirs sortilèges grâce à l'anneau serpent de Seth que j'avais trouvé un jour dans une tombe à une lieue sous terre. Un anneau qui était déjà oublié bien avant que le premier homme s'extirpe du limon originel. Mais un voleur me déroba l'anneau, et mon pouvoir fut brisé. Les magiciens se soulevèrent et tentèrent de me tuer. Je dus fuir. Déguisé en chamelier, j'accompagnai une caravane dans le pays de Côte, lorsque les pillards d'Assalante nous assaillirent. Tous les hommes de la caravane furent tués, moi excepté. Je sauvai ma vie en révélant mon identité à Assalante et en jurant de le servir. Amère fut cette servitude. Pour s'assurer de moi, il rédigea un manuscrit à mon sujet, le scella et le remit entre les mains d'un ermite qui habite près des frontières méridionales de Côte. Je n'ose le poignarder dans son sommeil, ni le trahir à ses ennemis, car lorsque l'ermite brisera le sceau et lira le manuscrit, il suivra les instructions d'Assalante, et alors cet homme n'aurait qu'à prononcer un mot en Stygie, et... Tot frissonna de nouveau, et le teint sombre de sa peau vira au gris. En Aquilonie, les hommes ne savent pas qui je suis, dit-il. Mais si mes ennemis en Stygie venaient à apprendre où je me trouve, toute la distance qui sépare ces deux pays ne suffirait pas pour m'épargner un sort si terrible qu'il foudroierait l'âme d'une statue de bronze. Seul un roi avec ses châteaux et ses armées pourrait me protéger. Voilà, je vous ai raconté mon secret, et je vous conjure de faire un pacte avec moi. Je peux vous aider grâce à ma sagesse, et vous pouvez me protéger en retour. Et un jour, je retrouverai mon anneau. Anneau ? Un anneau ? Tot avait sous-estimé l'incommensurable égoïsme de l'homme. Dion n'avait même pas prêté attention aux propos de l'esclave. Il était totalement perdu dans ses pensées. Mais ce dernier mot avait fait écho à ses propres préoccupations. Un anneau, répéta-t-il, cela me fait penser... Mon anneau porte-bonheur, je l'ai obtenu d'un voleur schémite qui m'avait juré de l'avoir dérobé à un sorcier loin au sud et qu'il me porterait chance. Mithras sait que je l'ai payé bien assez cher, par les dieux. J'ai besoin de toute la chance dont je peux disposer, avec ce vol marat et cette Assalante qui m'entraînent dans leur complot sanguinaire. Allons donc chercher cet anneau. Tot bondit de son siège. Le visage s'empourpra et ses yeux s'enflammèrent, pleins de cette stupéfaction qui envahit un homme prenant la pleine mesure de la stupidité crasse d'un autre. Dion ne lui prêtait toujours pas la moindre attention. Soulevant le couvercle d'un compartiment secret de son siège de marbre, il fouilla pendant un moment dans un amoncellement hétéroclite de porte-bonheur, amulettes barbares, osselets, bijoux clinquants, que la nature superstitieuse de l'homme l'avait poussé à amasser. Ah, le voilà. Il brandit un anneau de facture étrange. Il était fait d'un métal qui ressemblait à du cuivre et avait la forme d'un serpent écaillé, lové en 3 tours sur lui-même et se mordant la queue. Ses yeux étaient des gemmes jaunes qui luisaient d'un éclat maléfique. Tot Amon poussa un grand cri comme si on venait de le frapper. Dion se retourna, bouche bée, et blêmit.
Les yeux de l'esclave s'étaient enflammés, sa bouche était grande ouverte, et ses grandes mains sombres étaient tendues comme des serres. « L'anneau, par Seth, l'anneau » hurlait-il. « Mon anneau, qu'on m'avait volé !» L'acier surgit dans la main du Stygien, et d'une seule poussée de ses grandes épaules sombres, il enfonça le poignard dans le corps du gros homme. Le couinement suraigu du baron se transforma en un gargouillis étranglé, et il s'effondra de toute sa masse flasque comme une motte de beurre à moitié fondue. Stupide jusqu'à la dernière seconde, il mourut dans une terreur folle, sans comprendre. Écartant le corps avachi qu'il avait déjà oublié, Thoth s'empara de l'anneau à deux mains, et ses yeux sombres emplis d'une terrible avidité. « Mon anneau, murmura-t-il dans une terrible exultation, ma puissance. » Combien de temps il resta penché sur le sinistre objet, immobile comme une statue, s'abreuvant de tout son être à son aura maléfique, même le Stygien n'aurait pu le dire. Quand il s'arracha de sa rêverie et ramena son âme des abîmes nocturnes où elle s'était aventurée, la lune se levait, projetant de grandes ombres sur le dossier du blanc de marbre lisse, au pied duquel s'était vautrée la forme plus sombre encore de celui qui avait été le seigneur d'Attalus. « Plus jamais, Assalante, plus jamais !» murmura le Stygien, dont les yeux rougeoyaient dans la pénombre comme ceux d'un vampire. Il se pencha et recueillit un peu de sang coagulé de la mare dans laquelle baignait la victime. Il en barbouilla les yeux du serpent de cuivre jusqu'à ce que les éclats dorés soient recouverts par un masque écarlate. « Voile tes yeux, serpent mystique, psalmodia-t-il en un murmure à glacer le sang. Voile tes yeux à la clarté lunaire et ouvre-les sur les gouffres plus obscurs. Que vois-tu, ô serpent de Seth? Qui appelles-tu depuis les gouffres de la nuit? Quelle est cette ombre qui descend sur la lumière vacillante? Fais-la venir à moi, ô serpent de Seth. » Caressant les écailles, c'est-à-dire que t'es pas transparent, mon chat. Caressant les écailles du serpent d'un mouvement singulier qui ramenait toujours ses doigts à leur point de départ, la voix se fit plus basse encore. Dans un murmure, il invoqua des noms sinistres et conjura de terribles invocations oubliées depuis la nuit des temps, sauf dans les endroits les plus reculés de la sombre Stygie, là où les formes monstrueuses se meuvent dans l'obscurité des tombeaux. L'air frémit autour de lui comme la surface d'un lac à l'approche d'une quelconque créature sous-marine. Un vent innommable et glacial le fit frissonner l'espace d'un instant, comme si une porte avait été ouverte. Thoth sentit une présence dans son dos, mais il ne se retourna pas. Ses yeux étaient rivés sur le marbre inondé de lune, sur lequel vint planer une ombre ténue. Tandis qu'il continuait à murmurer ses incantations pour enfin apparaître dans toute son... Cette ombre prit du volume, ses contours devinrent plus distincts pour enfin apparaître dans toute son horreur. Par sa forme, elle n'était pas sans évoquer un babouin gigantesque, mais jamais un tel babouin n'arpenta la surface du globe, pas même en Stygie. Thoth ne regardait toujours pas. Il tira de sa ceinture une sandale appartenant à son maître, qu'il avait toujours sur lui, avec l'espoir infime de pouvoir un jour s'en servir de la sorte, et la jeta derrière lui. « Regarde-la attentivement, esclave de l'anneau, s'exclama-t-il. Trouve celui qui la portait et détruis-le. Regarde-le au fond des yeux et foudroie son âme avant de lui arracher la gorge. Tue-le, oui. » Et, dans une explosion aveugle de rage, « et tue tous ceux qui sont avec lui. » Sur le mur baigné par la clarté lunaire, l'horreur baissa la tête difforme pour flairer l'odeur, tel un monstrueux molosse. Puis la sinistre tête se rejeta en arrière. La créature pivota et disparut à travers les arbres comme le vent. Le Stygien leva les bras au ciel en une terrible exultation, et ses dents et ses yeux étincelèrent à la clarté lunaire. Une sentinelle en faction à l'extérieur des murs poussa un cri d'horreur, comme une grande ombre noire aux yeux de braise bondissait par-dessus le mur, la frôlant comme une bourrasque de vent. Mais la chose disparut aussi vite que la sentinelle déconcertée se demanda si elle n'avait été vite un rêve ou une hallucination. Chapitre 4. Quand le monde était jeune et les hommes faibles, que les démons de la nuit allaient librement, j'ai lutté contre Seth par le feu et l'acier et le suc de l'arbre Upa. Désormais je sommeille dans le cœur noir de la montagne,
et les âges prélèvent leur tribut. Oublieriez-vous donc celui qui combattit le serpent pour sauver l'âme humaine? Seul, sous le dôme doré de la grande chambre à coucher, le roi Conan dormait et rêvait. À travers les volutes de brume grisâtre, il entendit un appel étrange et lointain, et bien qu'il ne le comprît pas, il lui était impossible de l'ignorer. L'épée à la main, il avança dans les brumes grises comme un homme qui marcherait dans les nuages. La voix se faisait de plus en plus distincte au fur et à mesure de sa progression, et enfin il comprit les mots qu'elle répétait. C'était son nom qu'on invoquait à travers les gouffres de l'espace et du temps. Les brumes se dissipèrent quelque peu, et il vit qu'il se trouvait dans un grand corridor sombre qui semblait taillé dans la roche noire. Ce couloir n'était pas éclairé, mais, par quelque sortilège, il y voyait comme en plein jour. Le sol, le plafond et les murs étaient lisses et luisaient sombrement. Ils étaient sculptés de bas-reliefs représentant les héros antiques et les dieux à demi oubliés. Il frissonna en découvrant les gigantesques contours incertains des innombrables grands anciens, et il comprit alors qu'aucun mortel n'avait foulé ce corridor depuis des siècles. Il parvint jusqu'à un large escalier creusé dans la roche, dont les parois s'ornaient de symboles ésotériques si anciens et si terrifiants qu'il en frissonna d'horreur. Une représentation de Seth, l'antique serpent, était gravée sur chaque marche, si bien qu'à chaque pas, il devait fouler du pied la tête du serpent répugnant, ainsi qu'on l'avait prévu depuis des temps immémoriaux. Cela ne le tranquillisa pas pour autant. Les voix ne cessaient pas d'invoquer son nom, et il aboutit enfin, dans les ténèbres qui auraient été insondables à ses yeux matériels, dans une étrange crypte dans laquelle il vit la silhouette diffuse d'un individu à barbe blanche assis sur une tombe. Les cheveux de Conan se hérissèrent et il s'empara de son épée. À ce moment, la silhouette se mit à parler d'un ton caverneux. « Ô humain, sais-tu qui je suis ?»« Non, par Chrome, jura le roi. »« Homme, dit l'ancien, je suis Épémitréus. »« Mais Épémitréus le sage est mort il y a 15 siècles, balbutia Conan. »« Écoute, fit l'autre sur un ton péremptoire. Comme un caillou lancé dans un lac sombre envoie des ondes sur la rive opposée, les événements du monde invisible se sont échoués sur les rives de mon sommeil. Je t'ai bien observé, Conan de Cimmérie, et tu portes la marque d'événements capitaux et de hauts faits. Mais des menaces pèsent sur cette terre contre lesquelles ton épée ne peut rien. Tu parles par énigme, dit Conan mal à l'aise. Montre-moi mon ennemi, et je lui fendrai le crâne jusqu'aux dents. Libère ta fureur, barbare, contre tes ennemis de chair et de sang, répondit l'ancien. Ce n'est pas contre des hommes que je dois t'armer. Il existe des mondes obscurs, insoupçonnés de l'humanité, peuplés de monstres informes, des êtres démoniaques que les magiciens maléfiques peuvent conjurer depuis les vides extérieurs. Ils prennent alors une forme matérielle, et aux ordres de ces magiciens, ils déchirent et dévorent. Il y a un serpent dans ta maison, ô roi, une vipère dans ton royaume, venue de Stygie, et son âme est obscurcie et habitée de toute la noire sagesse des ténèbres. Ainsi qu'un homme interdit rêve du serpent qui rampe vers lui, j'ai senti la présence impie du serviteur de Seth. Il est ivre de son terrible pouvoir, et les coups qu'il porte à son ennemi pourraient bien entraîner la chute du royaume. Je t'ai fait venir pour te donner une arme contre lui et sa meute infernale. « Mais pourquoi » demanda Conan abasourdi. « On dit que tu dors dans le cœur noir du Golamira, d'où tu envoies ton fantôme sur les ailes invisibles afin d'aider l'Aquilonie lorsqu'elle en a besoin. Mais je suis un étranger et un barbare. » Silence. Les échos de cette voix spectrale se répercutèrent à travers la grande caverne obscure. Ta destinée ne fait qu'un avec celle de l'Aquilonie. Des événements formidables couvent dans la toile et la matrice du destin, et un sorcier sanguinaire ne saurait se mettre en travers d'une destinée impériale. Il y a bien longtemps de cela, Seth enserrait le monde comme un python sa proie. Toute ma vie, qui dura l'équivalent de 3 vies humaines, je l'ai combattu. Je l'ai chassé dans les ténèbres du sud mystérieux. Mais dans la sombre Stygie, les hommes vénèrent toujours celui qui est pour nous le démon incarné. Comme j'ai combattu Seth,
Je combats aujourd'hui ceux qui le vénèrent, ses prêtres et ses serviteurs. Tends ton épée. » Intrigué, Conan s'exécuta, et sur la grande lame, près de la lourde poignée en argent, l'ancien traça d'un doigt osseux un étrange symbole qui brilla comme une flamme blanche dans les ténèbres. Et à cet instant, crypte, tombeau et ancien disparurent. Conan, hébété, bondit hors de sa couche. Il était de nouveau dans sa chambre. Comme il se tenait ainsi sous le dôme de la pièce, encore abasourdi par ce rêve étrange, il réalisa qu'il tenait son épée à la main. Soudain, les poils de sa nuque se hérisèrent, car sur la grande lame était gravé un symbole qui avait la forme d'un phénix. Il se souvint alors qu'il avait vu un symbole semblable dessiné sur le tombeau dans la crypte. Il se demanda si cela n'avait bien été qu'un dessin gravé dans la pierre, et il frémit de toutes ses chairs après tant d'étrangeté. Alors qu'il était toujours debout, un bruit furtif dans le couloir à l'extérieur de sa chambre le tira de sa rêverie. Il ne chercha pas à en déterminer l'origine et entreprit de revêtir son armure. Il était redevenu le barbare, aussi méfiant et aux abois qu'un loup gris.